En mai prochain se déroulera l'Eurovision. À ce titre, Monsieur Hassani Bilal sera le visage de la France. Il est particulièrement connu pour son adhésion franche à la communauté LGBT. Et j'aimerais que vous me disiez ce que cela représente pour vous, tout simplement. Bah, pour moi, ça ne représente rien de particulier, dans, dans la mesure où moi je suis j'accepte à peu près toutes ces formes de société et de vie sociale. Par contre, c'est vrai que ça présente un caractère quand même un petit peu outrancier, enfin en tout cas très différent de ce qui se fait visuellement pour représenter un pays. Je ne pense pas que ce soit représentatif du pays. Si enfin, je ne pense pas. Ceci dit, moi, je suis très ouvert à ce genre de choses, même si ça n'est pas mon penchant naturel. Donc, évidemment, il n'y a pas y a pas de, pas de problème particulier pour que ce monsieur se présente à l'Eurovision, comme tout à chacun. Je dirais que c'est quelque chose qui est totalement libre. Alors maintenant, il a été quand même choisi par un. C'est pas lui qui a fait une candidature spontanée, je pense qu'il a été choisi par un comité de sélection, etc. Donc je pense que c'est quelque chose qui est certainement voulu et orienté dès le départ. Je pense que c'est une stratégie, dans la mesure où le précédent a été gagné par une personne qui était tout à fait similaire, enfin tout à fait spéciale. Je pense que ça a été voulu par le comité qui a choisi la personne pour représenter la France. Je pense qu'on veut mettre nos chances, on veut avoir le maximum de chances en jouant sur l'originalité, la particularité, la surprise, voilà, parce que c'est quelque chose auquel certainement les autres pays ne s'attendent pas. En général, c'est pas une démarche française traditionnelle, ça. Donc évidemment, ça va choquer, ça va interpeller, et ça va nous donner peut-être des chances supplémentaires. Maintenant, je ne connais pas ce chanteur, peut-être qu'il a une voix exceptionnelle. Alors maintenant, s'il a un réel talent de chanteur, euh, là c'est différent. On se place sur un plan tout à fait différent. Euh, Quand on va à l'opéra, on n'est pas choqué d'entendre des voix de castrats, donc c'est pas non plus choquant en soi, de ce point de vue-là. Si la voix est là, si la compétence est là, oui, pourquoi pas. Mais je pense que il y a, je suis même pratiquement persuadé qu'il y a une stratégie derrière. Bon, ça c'est. Voilà, maintenant, que dire d'autre? Parce que je parlais de cette communauté en général. Je suis très conciliant, donc j'accepte toutes les formes de vie sociale. Mhm. Et selon vous, l'éducation joue-t-elle un rôle dans la représentation que l'on peut avoir de ce sujet? L'éducation, c'est-à-dire. Eh bien, l'éducation des parents, l'éducation avec l'école, Ah oui, est-ce que alors ça là, joue un rôle? oui, bah, bien sûr, ça joue un rôle. Ça joue un rôle, oui. Ça joue un rôle, mais pas prépondérant. Parce que je pense que ça fait partie de la nature profonde de la personne, d'être ou de ne pas être dans ce type de communauté. Alors, je pense pas que ce soit l'éducation en soi qui amène, qui conduise la personne à adhérer ou pas à ce type de communauté. Maintenant, c'est quand même un facteur prépondérant, déterminant, parce que est évident que si on fait soi-même partie d'une famille très ouverte où il y a déjà des cas de ce genre, bon, on sera porté à n'y voir aucun obstacle, et peut-être que ça favorise le fait de passer sur ce plan-là, quoi. Ça, c'est possible. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment l'éducation qui soit prépondérante là-dedans. Je pense que ça fait partie plutôt, plutôt de la génétique, je dirais. Voilà. J'aurais plus tendance à penser que c'est quelque chose qui est assez difficile à contourner. Les gens qui changent de sexe, c'est parce que dès le départ, ils ont un penchant pour
pour l'autre sexe, et je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'ils acquièrent autrement que par la génétique. C'est quelque chose qu'ils ont eux dès le départ, je pense, et qui est assez incontournable. On ne peut pas vraiment lutter contre les penchants naturels. Donc il faut accepter, faut être très ouvert à ce genre de choses. Ça pour répondre à votre question. D'accord. Et selon vous, la génération, est-ce qu'elle joue un rôle sur la représentation que l'on peut avoir? Oui et non, parce que bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans les mœurs de s'afficher ouvertement. Maintenant, ça a toujours existé de tout temps, à toute époque. Il y a toujours eu des gays à toutes les époques de la société, même chez les Romains, chez les Grecs, etc. Ça a toujours existé, ça. Par contre, c'était plus ou moins accepté par la population, par les autres. Donc, mais aujourd'hui, c'est vrai on est beaucoup plus ouvert à ce genre de choses. On manifeste plus ouvertement son appartenance à tel ou tel groupe. C'est, ça fait partie des règles de la démocratie. Il y a plus vraiment de barrière morale à s'afficher comme une personne gay ou pas. Vous voyez, je pense que c'est beaucoup plus libéralisé, quoi, aujourd'hui que dans le passé. Mais ça a toujours existé. Simplement, c'était beaucoup plus caché. C'était pas montré de façon aussi ouverte. Tout au moins au plan social, hein. Mhm. Alors on peut voir sur les réseaux sociaux que le cas Bilal Hassani, il fait débat. Alors vous, vous n'avez pas forcément Facebook ou alors des réseaux sociaux vraiment de ce genre, mais on peut voir vraiment qu'il y a eu des débats sur ce cas-là entre les personnes qui étaient pour qui représentent la France et d'autres qui ne l'étaient pas. Savez-vous pourquoi il y a ce genre de débat actuellement? Ah, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel qu'il y ait débat. Alors je dirais qu'en plus sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait propice à ce genre de débat et de diffusion, parce que c'est très ouvert et ça touche tout le monde. Donc automatiquement, les gens vont s'exprimer librement et dire ah bah oui, moi je trouve que c'est pas normal qu'on représente la France avec ce type de personnes. Et puis d'autres vont dire mais non, attendez, on est en démocratie, ça existe, il n'y a pas de raison, et puis c'est très original, pourquoi pas. Donc les deux sentiments, les deux positions existent et c'est normal qu'elles s'expriment. Je ne vois pas en quoi ça pose problème. Maintenant, faut-il, faut-il, faut pas non plus donner une importance trop d'importance aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux c'est très 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 vague. C'est mal contrôlé, donc on peut aussi diffuser ce qu'on veut, comme on veut, sans être. Il n'y a pas de contrôle qui est opéré là-dessus, ou très 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 loin, quoi. Donc il ne faut pas non plus donner trop d'importance aux réseaux sociaux et à la communication qui se fait à ce niveau-là. Moi, je préférerais un débat plus philosophique, avec des gens un petit peu plus aguerris sur le sujet. Euh, bon, les réseaux sociaux, je leur apporte assez peu d'importance. Pour moi, ça fait partie des. La liberté d'expression générale, c'est très bien, mais pas plus. Donc, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait ce genre d'attitude, de réaction. C'est tout à fait normal. À partir du moment où on s'affiche un petit peu plus agressivement, avec un peu plus de stratégie, je dirais automatiquement, il y a une réaction qui est évidente. C'est normal. Et C'est pas comment choquant. pensez-vous que les personnes du coup de cette communauté vont réagir à ce débat et donc du coup aux personnes qui sont plutôt contre ou peut-être même avec des propos plutôt racistes? Moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, ça fera audience, parce que à partir du moment où on en parle, où les réseaux sociaux s'en mêlent, tout le monde est intrigué, et donc ça va faire de l'audience. Donc derrière, c'est de la stratégie, tout ça. Il va y avoir plus d'audience. Tout le monde va aller voir un petit peu ce français anormal, bizarre, qui se présente à l'Eurovision. Donc il y aura de l'audience. Ils vont tous être contents de ce point de vue-là. Mais au-delà de ça, est-ce que ça va nous donner plus de chances de gagner ou pas?
Je suis pas sûr. De toute façon, on n'est pas les premiers à le faire, là. On va être les deuxièmes à le faire. Donc c'est un remake. Donc bon, voilà, je ne pense pas que ce soit si futé que ça. On verra ce que ça va donner. Mais c'est sûr que de toute façon, ça va déclencher les réactions, et c'est ça qu'ils veulent, hein. C'est ce que tout ça, c'est de la médiatisation. L'Eurovision, c'est fait pour ça. C'est pas une valeur de représentation du pays en soi. Ça n'est que du business quand même, hein. C'est voilà, c'est du spectacle, hein. Et rien de plus, hein. Donc plus ça fait d'audience, mieux c'est. Euh, il faut pas, je pense pas qu'il faille donner une signification, une portée philosophique à ce genre de choses. Donc voilà, non, il y aura pas d'affrontement dans les rues, il n'y aura pas de barricades, il n'y aura pas de gilets jaunes pour ce genre de choses, hein. Ça fera de l'audience. Voilà, mon opinion. Euh, et selon vous, qui sont les personnes qui font partie de la communauté LGBT? Alors là, je pense que, bah, à part les gays et les lesbiennes, qui voulez-vous d'autre? Je pense pas qu'il puisse y avoir de gens qui fassent partie de cette communauté en dehors de ça, parce que je vois pas à quel titre, moi par exemple, j'en ferais partie. Qu'est-ce que je représenterais et à quel titre? Non, je suis pas. Non, je pense que oui, il y a forcément les gens qui sont dans cet état, je veux dire, les gays et les lesbiennes. Je ne vois pas. Alors maintenant, oui, je vois à quoi vous faites allusion. Est-ce qu'il peut y avoir des gens qui viennent dans ce groupe pour en profiter, pour exprimer d'autres choses à travers ça, et qu'il y ait de la récupération? Oh, je ne pense pas quand même que ce soit un mouvement qui soit récupéré politiquement. Non, je ne pense pas. Non, je pense que ce sont essentiellement les gens qui appartiennent à cette communauté sont des gens qui ont cette condition, je pense. D'accord. Et selon vous, est-ce que Bilal Hassani a choisi d'être celui qu'il est aujourd'hui? Ah, est-il formaté par par le business? Oui. Bah, écoutez, je ne le connais pas personnellement, ce monsieur, mais il est évident que le comité de sélection a certainement trouvé intéressant ce créneau. Alors, est-ce que lui-même on a abusé, l'a utilisé, l'a mis en valeur pour être sélectionné? Oui, c'est une stratégie possible. Mais je pense, c'est quand même pas si facile que ça à faire. On peut pas intentionnellement adhérer à un groupe sans en être. Donc non, je pense pas que ce soit. Je pense que oui, je pense il est vrai. Je pense qu'il est vrai. Oui. Je pense pas que ce soit de la récupération intentionnelle. Oui, je pense qu'il est vrai, certainement. Maintenant c'est possible, hein. C'est possible. On peut tout imaginer. On peut imaginer que ce soit une stratégie de sa propre part, de son propre chef. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt une stratégie des sélectionneurs. Après, même en étant vrai, est-ce que il est vrai parce qu'il l'a choisi ou parce que il a été comme ça, il a été fait comme ça et donc il n'a pas eu le choix en fait de l'être? C'est aussi ça la question. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a géré, donc il est devenu gay parce qu'il l'a voulu, il est devenu transsexuel parce Ah, qu'il mais l'a je pense, voulu? ah ouais, non, mais je pense que, bien sûr, on a toujours le choix. Mais a-t-on le choix d'aller contre nature, contre sa nature? Et est-ce que c'est un bien d'aller contre sa nature? On a toujours le choix. On a évidemment une liberté de décision. C'est le propre de l'homme, ça. Mais en l'occurrence, non, je ne pense pas. Je pense que les choses se font naturellement. Euh, on voit très bien des personnes qui se transforment après, même après l'âge adulte, hein, très tardivement, parce que c'est dans leur gène. Et donc c'est quelque chose qui est difficilement contournable. Alors ça n'est pas facile à faire, il faut une grande volonté pour le faire. C'est certainement très douloureux à porter psychologiquement parce que quelqu'un qui se transforme, et ça s'est déjà vu dans des familles où le père et la mère vivaient en famille, et père un jour, petit à petit, se transforme en femme. C'est arrivé ça. Donc
Bon, je pense qu'il faut une grande volonté pour le faire. C'est pas simple, ça doit être très douloureux à vivre. Et donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on choisisse intentionnellement comme une expérience, mais quelque chose à laquelle on ne peut pas se soustraire parce que c'est profondément ancré dans la génétique, dans vos gènes. Ça, j'en suis intimement convaincu. On ne fait pas ça pour paraître, pour avoir un style. Non, c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper naturellement, je dirais. Et c'est pour ça qu'il faut être conciliant par rapport à ces gens-là. Parce que il ne faut pas les rejeter, euh, ne serait-ce que à cause de ça. Vous parliez de la douleur psychologique, alors parce que c'est difficile pour le changement, mais est-ce que vous pensez aussi qu'il y a des douleurs dues au rejet de la société? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est quelque chose qui est douloureux à faire quand il faut prendre ce type de décision de transformation au sein d'un couple, par exemple. C'est encore plus difficile au sein d'une famille. Et ça peut, et dans les cas dont j'ai entendu parler, c'est un succès, ça s'est fait de façon, ça s'est bien passé. Mais oui, c'est une douleur personnelle parce que il faut, d'abord, il faut se convaincre soi-même que c'est finalement son penchant naturel et que c'est la voie vers laquelle il faut aller. Donc ça ne doit pas être simple à faire. Deuxièmement, forcément pendant la phase de transformation, je dirais pendant la phase de transformation, vous avez automatiquement de l'inquiétude par rapport à votre entourage direct. Alors, il peut y avoir des formes de rejet aussi. Ben, ça, c'est très possible. Hein. On a peut-être une chance sur deux d'être accepté ou d'être rejeté. Ça dépend de l'intelligence des gens qui vous entourent. Et au niveau social, alors là, c'est encore pire, parce que imaginez la personne qui travaille en entreprise et qui d'un seul coup commence à se transformer. Vous imaginez bien l'incidence que ça peut avoir euh, par rapport à son environnement professionnel. Ça n'est franchement pas facile à faire. Et donc moi, je respecte énormément ces personnes parce qu'elles ont dû souffrir, elles ont dû souffrir considérablement, à la fois en interne, dans leur intérieur, parce que c'est une transformation difficile à assumer soi-même, mais aussi en extérieur, par rapport à la société. Alors, c'est pas que la société soit dure et euh, rejette cette personne. Non, parce que globalement, il y a une acceptation générale aujourd'hui pour ce genre de choses. Mais quand même, c'est extrêmement complexe à faire dans la relation directe qu'on a avec les gens qui vous entourent au niveau professionnel, au niveau quotidien, dans sa ville, dans son entreprise, à l'école, enfin partout. Donc c'est quelque chose. Alors, et on ne peut pas non plus se cacher et s'isoler pendant 2 ou 3 ans pour réapparaître en femme alors qu'on était un homme, quoi. C'est pas simple. Alors, une fois la transformation réussie, accomplie, c'est plus facile parce que c'est accepté, c'est généralement accepté par la société, avec des nuances bien évidemment, mais c'est quand même accepté. Et donc là, c'est plus facile après. Mais pendant, ça va franchement être assez difficile. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens à qui ça arrive. Donc vous pensez réellement que la société, elle, a accepté en globalité ces personnes-là? Alors certes, il y a eu, là par exemple pour les homosexuels, il y a la possibilité maintenant du mariage, etc. Mais pensez-vous pas que dans la société, il y a des personnes qui n'acceptent absolument pas toujours, comme Mais le ça, racisme en oui, règle oui, mais générale en ça, c'est tout France? à fait évident. Mais c'est même pas la peine de poser une question pareille. Dans toute société, vous avez. C'est comme le bien et le mal, c'est comme le blanc et le noir, c'est comme le. Et ces oppositions-là ont toujours existé dans la vie en général. Et donc, c'est tout à fait naturel qu'il y ait des oppositions. Alors aujourd'hui, on est plutôt 50-50. Hein. C'est-à-dire que il y a peut-être une personne sur deux qui va vous rejeter, mais il y en a aussi une sur deux qui va vous accepter. Parce qu'on a évolué, on a l'histoire, derrière nous, on a une évolution naturelle de l'humanité et de la société qui va quand même vers ce type d'acceptation. Donc, mais c'est certain qu'on n'aura jamais 100% d'acceptation. De toute façon, c'est un non-sens d'imaginer qu'on puisse avoir 100% d'acceptation pour quoi que ce soit. Et c'est un bienfait. Et c'est un bien qu'il y ait toujours une opposition, qu'il y ait toujours
des visions et des sentiments différents sur toute chose. C'est complètement utopique d'imaginer une société dans laquelle on aurait 100% des personnes qui accepteraient un phénomène de ce genre. C'est irréaliste. Donc moi je trouve ça très bien. C'est très bien qu'il y ait des gens pour et des gens contre. Puis ils s'expriment et puis voilà, et puis ça avance quand même. Puis on s'aperçoit quand même qu'au niveau des lois, c'est-à-dire au niveau de ce qui est acté, tout a évolué. Le paxage, la possibilité d'avoir aujourd'hui même, on peut avoir on peut adopter les enfants, et ça continue d'évoluer. Alors il y a bien sûr des commissions d'éthique qui existent pour donner des limites à ce genre de choses, mais aujourd'hui les commissions d'éthique, elles sont beaucoup plus préoccupées par tout ce qui est par la procréation artificielle en fait. Et c'est là où, et puis les manipulations génétiques. C'est ce qui préoccupe le plus les comités de réflexion à ce sujet. Manipulation génétique, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire des manipulations génétiques. Ça vient d'être fait d'ailleurs en Chine. Ça vient d'être fait d'ailleurs en Chine. Je crois qu'il y a eu parce qu'il y a une histoire avec un médecin chinois là, chercheurs qui auraient déjà fait de la manipulation génétique. Donc c'est parce qu'on sait très bien que si on manipule génétiquement l'ADN d'une personne à sa naissance, on va lui donner des traits de caractère différents dans le futur. Ça c'est clair. Et donc ça c'est quelque chose qui est très dangereux parce qu'on peut à ce moment-là formater, modéliser des individus dans le futur. Et donc là, il y a des commissions d'éthique qui travaillent là-dessus. De façon très Vous en pensez quoi, vous? Ah moi, je pense que c'est une nécessité absolue d'avoir du recul et de l'éthique sur ce genre de choses. Entre la nature, c'est une chose, et la manipulation génétique, c'est-à-dire la procréation artificielle avec manipulation génétique, etc., pour créer du formatage ou des modèles types d'humanité, il y a une sacrée différence. Hein. Et donc il faut savoir où sont les choses importantes et les choses qui sont moins. Quoi. Autant je peux être extrêmement conciliant pour toute chose, autant sur ces plans-là, je pense qu'il faut vraiment avoir des commissions d'éthique importantes et mettre en place des lois qui nous protègent et nous interdisent ce genre de manipulation, parce que c'est dramatique. Il ne faut pas considérer non plus que ce qui arrive à ces gens-là est une maladie. Ça n'est pas une maladie. D'accord ? C'est simplement un trait de caractère. C'est de la génétique, mais c'est de l'héritage génétique, certainement. Certainement. Et puis de l'environnement. L'environnement est très important aussi, bien sûr. Mais ça, bon, on ne peut pas grand-chose contre ça. Ça, on peut l'accepter, mais ce que je n'accepte pas, c'est ceux qui se prennent pour des dieux. On n'est pas des dieux. Ok. Et à votre avis, est-ce que la crédibilité de la France sera-t-elle influencée par le choix de son candidat auprès de l'Europe? Alors là, non, je pense pas. Non, je pense que ça. Non, il faut. Ça reste un spectacle. Ça reste un spectacle. On essaye de mettre les atouts de notre côté, donc il y a une stratégie, on espère gagnante. Bien, c'est bien, on va voir. Et puis, soit on sera ridiculisé en étant déjà, parce que ça a déjà été fait, soit finalement ça mettra les atouts de l'autre côté, puis on gagnera peut-être. Bon, voilà, mais ça reste un spectacle. Pas la France n'est pas représentée par ce genre de choses. Culturellement parlant, la France c'est quand même autre chose. C'est une histoire, un patrimoine, des écrivains. Ça représente la France sur le long terme. Maintenant, le spectacle, vous savez, aujourd'hui c'est ça, demain c'est autre chose. Hein, il y en aura d'autres d'expériences de ce type-là. Ça ne changera pas. Non, ça ne changera pas la vision, la vision du pays étranger. Donc bon, moi je n'accorde pas plus d'importance à ce genre de fait, quoi. C'est du spectacle.
Et si ce spectacle, en fin de compte, au final, ce n'était pas ça, mais que c'était surtout du point de vue politique. Imaginez, on a quelqu'un comme Bilal Hassani qui fait partie de cette communauté, qui va représenter la France politiquement et qui va être président. Est-ce que ça serait aussi différent ou pas? Alors, non, mais il faut différencier les choses. Là, on est, quand on parle de l'Eurovision, on est sur du spectacle. Donc là, on peut se permettre un certain nombre de choses, d'originalité, de voilà, bon. On a vu par le passé que ça payait, et on a vu aussi ce qui ne payait pas, hein. Donc, moi, là-dessus, j'aurais une grande liberté. Maintenant, dès qu'on passe sur un espace politique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne parle plus de ce monsieur dans le cadre de l'Eurovision, mais dans un cadre politique, soit aux européennes, soit aux présidentielles, hein. Là, c'est la même chose. Après, les champs, là, vous avez le droit de vous présenter. Si vous représentez un groupe et que ce groupe a le potentiel de se présenter aux élections présidentielles, il peut le faire. La démocratie vous autorise à le faire. Donc là-dessus, il n'y a aucune raison d'interdire quoi que ce soit et qui que ce soit. Maintenant, vos chances de gagner vont être fonction de l'acceptation populaire par rapport à votre condition. Alors là, encore une fois, aujourd'hui, quand il s'agit de choses relativement basiques, normales, de la vie courante, à mon avis, c'est du 50-50. Quand il s'agit d'élections présidentielles, alors là, c'est totalement différent. Totalement différent. Ce courant ne représentera pratiquement rien, quoi. Donc il n'a aucune chance d'être élu sur, sur ce type de créneau. Là, ces chances sont ridicules, ridicules. Je pense, c'est mon opinion personnelle. Je ne pense pas que ce soit vraiment. Non, il n'y a aucune chance que ça arrive. Ceci dit, ça peut arriver sans qu'on le sache. On peut très bien avoir un président qui a son jardin secret caché et qu'on ne sache pas que ça peut arriver. Toujours des. Mais officiellement, non, je pense qu'il n'y a aucune chance que ça se produise. Donc je ne pense vraiment pas que ce soit une stratégie de sa part. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez traiter? Euh, Moi, ce qui m'intéresse, enfin, ce qui m'intéressait le plus dans cet entretien, c'est la partie qu'on a abordée sur la souffrance et la souffrance personnelle et qu'on inflige aux autres aussi dans la transformation qui s'opère pour ces gens-là. Je pense que c'est ça le plus important. Le regard de la société, il a quand même évolué, donc aujourd'hui il y a plus de compréhension, c'est quand même plus facile à vivre une fois opéré, mais quand même la transformation est un passage difficile, je pense, pour ces gens-là. Donc ça, c'est, je pense, le plus intéressant. Parce que le reste, vous savez, tout ce qu'on a abordé par rapport à ça, c'est la politique fiction d'un côté ou du spectacle de l'autre. Donc voilà, il ne faut pas accorder plus d'importance que ça à ces événements. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous. Ben, je vous remercie, monsieur. Enfin.